Sur la première 7h37, un nouveau monde émerge sous nos yeux depuis quelques années. Ce monde, c'est celui de la société numérique. Il bouleverse notre environnement, mais pas seulement. Il bouleverse aussi notre propre corps. Nous allons en parler ce matin avec notre invité, Milad Doueihi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en duplex de notre studio de Genève. Vous êtes à la base historien des religions, Milad Doueihi, titulaire de la chaire d'humanisme numérique à Sorbonne Université. Alors, historien des religions, à la base, j'ai envie de vous poser une question qui en découle tout naturellement. Est-ce que le numérique, aujourd'hui, fait office de nouvelle religion ? Oui, on peut le dire en quelque sorte parce qu'il y a énormément de promesses qui sont associées au numérique et en même temps, il me semble, c'est quelque chose qui a abouti à une échelle qui est équivalente aux religions ou à la religion avec des formes de croyances qui sont de l'ordre de religieux, si vous voulez. Et au-delà de là, il y a cette dimension de la médiation qui fait partie de la religion et qui est essentielle pour le numérique ou l'informatique. Ce serait une religion qui serait partagée par beaucoup de monde, en l'occurrence, quasiment universelle. On va dire global ou mondial aujourd'hui, ça c'est sûr, et qui peut avoir des variétés selon les cultures, les pays, mais néanmoins il y a une certaine forme d'homogénéité parce qu'il y a une dominance des grandes plateformes qui sont en principe américaines. Justement, est-ce qu'il y a une adhésion à cette évolution, à cette nouvelle religion, ou est-ce que c'est une nouvelle religion imposée par l'économie parce que le Forum économique de Davos appelle la 4e révolution industrielle ? Que répondez-vous à cela ? Moi, j'aime pas du tout l'expression révolution, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans toutes les sociétés, à la fois occidentales et ailleurs, en Chine, en Inde, dans le Proche-Orient, en Russie, qui est associé à la fois à la dimension industrielle de l'informatique et surtout à la dimension socio-culturelle du numérique. Et du coup, les usages, les pratiques de la sociabilité, des échanges, de la messagerie, mais aussi des appropriations culturelles et artistiques, tout cela se met en place qui permet de nous dire qu'il y a quelque chose qui transforme nos sociétés, parfois selon des rythmes un peu différents, mais néanmoins c'est quelque chose qui est aujourd'hui à l'échelle globale. Ça transforme nos sociétés et pourtant vous réfutez le terme de révolution. Moi, je préfère le mot conversion, non pas à cause de la dimension... on reste dans la religion pour le coup, alors oui. Ce que j'allais dire, pas seulement à cause de la dimension religieuse, mais parce qu'en informatique, on ne cesse de convertir de format en format, de langage informatique à langage informatique, et du coup, il y a ce processus de conversion qui me semble plus approprié, plus précis, et qui évite parfois des réductions quand on parle de 3e et 4e révolution, parce que l'informatique et le numérique sont quelque chose d'inédit dans nos sociétés à cause de la spécificité de l'informatique, sa dimension industrielle et surtout sa dimension culturelle et sociale. Il y a des conversions forcées parfois aussi. Je reviens à la question, est-ce qu'il y a une adhésion à cette évolution ou est-ce qu'elle nous est imposée aussi par les géants du net, les géants de la Silicon Valley ? Je crois que c'est une négociation entre les deux. Il y a d'un côté des formes qui nous sont imposées, mais en même temps, on a souvent des moyens, ce qu'on peut appeler les usages efficaces, pour contourner et détourner en fonction de ce qu'on veut, que ce soit du côté individuel ou du côté collectif. C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ce qui ne veut pas dire non plus que le rôle des grands géants est à minimiser ou à réduire, parce qu'ils ont quand même une position énorme, presque de monopole pour l'instant, sauf dans des pays comme la Chine qui peuvent résister pour des raisons qu'on sait, mais pour l'instant, dans nos sociétés, en tout cas occidentales, on est en gros sous la dominance, on va dire, de ces GAFA, GAFMA, comme on les appelle, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. On dit souvent, pour reprendre cette expression, que, par exemple, un Steve Jobs arrivait à créer des besoins qui n'existaient pas avant et à nous rendre totalement dépendants de ça. Bon, on peut aussi faire le parallèle avec la religion. Est-ce que ça fonctionne comme ça ? Je ne sais pas, c'est vrai qu'ils ont créé des besoins, en même temps ils ont créé des choses assez remarquables. Je crois le tactile, je crois la dimension de mobilité qu'on a aujourd'hui, qui peut avoir parfois des aspects un peu négatifs, mais néanmoins elle nous a facilité la tâche, elle permet de nouvelles formes de créativité. À mon avis, il ne faut pas nécessairement entrer dans des discours manichéens qui sont complètement pour ou contre, mais plutôt voir un petit peu la complexité de ce qui se met en place avec cette culture numérique, avec ces dimensions qu'on ne peut pas négliger, qui sont financières et économiques et qui se concentrent de plus en plus dans les mains de quelques grands acteurs. Vous ne pensez pas la technique, vous, comme quelque chose qui s'oppose à l'humain. Vous n'opposez pas l'homme et la machine, mais au contraire, vous voulez créer la convergence entre la civilisation, la culture et la technique. C'est vraiment ça.
Je ne suis pas le seul. Il suffit de regarder certaines des grandes figures. Par exemple, le préhistorien, le roi Gourand, a toujours dit et montré que l'humain a évolué dans la façon dont il a adapté et s'est adapté à son milieu par le biais de la technique. À mon avis, cette opposition est exagérée. Alors par contre, ce qui est peut-être particulier avec l'informatique et le numérique, c'est qu'elle a une dimension discursive, une dimension d'outil, une dimension sociale et qui est accessible à presque tous d'une façon qui est inédite quand on compare avec les objets techniques que nous avons connus jusqu'à ce moment. Milad Doueihi, on parlait encore il y a une dizaine d'années de fracture numérique, ce basculement vers l'ordre nouveau, vers l'ordre numérique qui fait des gagnants et des perdants. Où se situent, selon vous, les clivages principaux ? Les clivages aujourd'hui, je dirais, c'était plus ce qu'on avait discuté, que ce soit du côté de l'accès, de ce côté générationnel. Aujourd'hui, je crois, celui de l'accès aux données, qui les contrôle, qui les exploite, selon quelles règles de protection, à la fois pour l'individu et la collectivité. Comme on voit aujourd'hui, dans une société connectée, presque tout est vulnérable. Et il y a quelque chose qui se met en place, qui à mon avis est essentiel. Il y a une problématique assez importante qui est celle de la confiance et de la sécurité informatique. Et la question qui va se poser pour nous tous, c'est comment gérer cette émergence de nouvelles consciences sociales à cause de la société connectée et les enjeux de la sécurité informatique pour la protection des individus et des collectivités. Est-ce qu'on a vraiment le choix de le gérer par devers nous, ou est-ce que c'est géré justement par les États, par ces grandes sociétés ? Évidemment, il y a le côté Big Brother. Est-ce qu'on a vraiment le choix que de le gérer nous-mêmes ? Je crois, on espère en avoir quelque chose parce que l'essentiel, c'est que l'individu, le citoyen, ait accès à ces données, peut décider ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire, non pas seulement en se reportant, en déléguant cette autorité à l'État d'une façon exclusivement juridique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, pardonnez-moi, mais nos traces informatiques sont partout. Google nous envoie de la pub selon les selon les mots qu'on introduit dans le moteur de recherche, etc. On n'a absolument pas les moyens de gérer ça pour l'instant. Pour l'instant, exactement non. Mais en même temps, c'est ça qui doit en partie changer, parce qu'aujourd'hui, ce qui est devenu depuis 4 ou 5 ans avec la soi-disant sociabilité numérique, c'est l'émergence de big data, de ces données sociales qui sont exploitées à des fins économiques et surtout qui exploitent les usages des individus à cause de l'offre du service soi-disant gratuit. Alors comment revenir quelque chose de plus démocratique, si l'on peut dire, ou comment reprendre le contrôle de tout ça ? Il faut un peu changer le modèle là, non ? Il faut changer le modèle et aussi il faut négocier à la fois un modèle économique néolibéral qui vient de la Californie du Nord, des formes de responsabilité et d'autonomie des citoyens qui sont plutôt du côté européen, et du coup là ce sont des négociations à la fois entre des États mais également entre les usagers et les plateformes. On peut faire le choix de ne pas utiliser Google ou Facebook, il y a d'autres options qui n'ont jamais eu le succès parce que c'est du logiciel libre ou de l'open source, et je crois qu'il y a des formes de compétences et de littératie comme on dit, il faut une certaine pédagogie pour qu'on puisse se diversifier au lieu de permettre la forte concentration sous de formes de monopole. Oui, pourquoi le logiciel libre ne fonctionne-t-il pas plus ? C'est une question de publicité, de marketing aussi ? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens ? En partie, je crois qu'il y a une certaine forme de facilité qui est offerte par les grandes plateformes. Le logiciel libre, malheureusement, il est extrêmement puissant, mais en même temps, il présuppose un certain degré de compétence, de pouvoir interagir avec le système, avec un petit peu le logiciel, et du coup les gens résistent et acceptent dans la plus grande majorité du temps. Il y a également un autre aspect, je crois, celui du désir mimétique. On a nos amis, on a nos parents qui se trouvent déjà sur Facebook, du coup on est entraîné, et une fois qu'on est dans le système, il est extrêmement difficile d'en sortir. Le désir mimétique, on retient l'expression. Mihai Doueihi, ce mouvement de résistance pour la protection des données, reprendre le contrôle du big data, ça va être l'un des grands enjeux de société de notre avenir proche, selon vous ? À mon avis, absolument. On l'a vu avec les révélations de Snowden. Il est extrêmement facile de nous identifier, bien qu'on peut être convaincu qu'on est anonyme ou pseudo-anonyme, à cause de la complexité, la richesse et la rapidité du calcul algorithmique aujourd'hui. Et il me semble l'enjeu du privé, du confidentiel, surtout si on prend en compte ce qui va arriver avec les dossiers de la santé et tous les éléments qui sont même beaucoup plus difficiles à accepter qu'ils soient disponibles d'une façon telle que nos données actuelles. À mon sens, c'est un des plus grands enjeux qu'on va avoir dans les années à venir. Est-ce que l'homme de demain sera plus fragile car plus dépendant du bon fonctionnement des technologies ?
Je suis pas sûr, je crois on s'adapte, on a une capacité énorme à s'adapter, à trouver des alternatives, à aussi trouver des choses qui remplacent un petit peu ce qu'on va déléguer à la machine, à des effets d'automatisation. Par contre, on est en train de vivre aujourd'hui une période un peu difficile à saisir parce qu'elle est une période de transition. On est dans une période hybride, dans les débuts, si vous voulez, de cette grande conversion ou transition de nos sociétés vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement et on ne voit pas du tout dans quel sens ça va aller. On est dans cette période-là parce qu'il y a encore beaucoup de populations, de pans de la population qui n'ont pas connu ce monde-là, effectivement, et d'autres qui sont ce qu'on appelle les digital natives. C'est pour ça qu'on est dans la transition, mais au fond, dans 20 ou 30 ans, on sera tous des digital natives, hein, tous ceux qui peupleront le monde, et là, on sera dedans à 100%. Oui, mais aussi, je crois, c'est la technologie, l'informatique qui va évoluer. On a des modèles d'apprentissage qui sont en train d'émerger aujourd'hui avec la massification des données, qui vont avoir des capacités qu'on n'a pas encore aujourd'hui, qu'on peut peut-être prévoir. Elles peuvent avoir un rôle important dans la médecine, dans la gestion des villes soi-disant intelligentes, mais en même temps, elles peuvent modifier le lien social par la manière dont elles vont imposer des formes d'échange et de communication qui ne sont pas nécessairement les mêmes qu'on a aujourd'hui. Internet, il y a 20 ans, on voyait les premiers soubresauts, les premiers articles, les premiers philosophes qui se penchaient sur ce qu'on appelait à l'époque l'autoroute de l'information. C'était la promesse du village mondial, de la mise à plat. C'était au fond l'anarchie appliquée au numérique, dans le sens noble du terme, avec un A majuscule. Bon, c'est un peu le mythe qui s'est effondré. Beaucoup ont pris le contrôle. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'intervalle ? Je crois qu'on a vécu une première période qui était idéaliste, utopique, qui était celle de la disparition des frontières, de village global, et qui a existé à un certain moment. Il y a eu plusieurs éléments. Il y a eu à la fois l'émergence de fortes concentrations économiques et financières, mais à mon avis, il y a eu une certaine évolution qui est plutôt associée à la convergence entre les données du cellulaire, de téléphonie, téléphone mobile et de l'Internet, qui a mis en place la géolocalisation comme facteur important, ce qui a fait revenir le territorial, et avec le territorial et l'émergence des données, il y a eu le retour du pouvoir de l'État pour à la fois gérer et parfois protéger ses citoyens. Et du coup, on est très très loin de cette première époque qui était celle de l'exploration, on va dire maritime, explorer, safari, et on revient aujourd'hui vers le modèle un peu plus classique, mais qui reste à préciser parce que les États n'ont pas encore complètement développé comment gérer ces protections et surtout leur autorité dans ce nouveau monde. C'est le paradoxe que vous pointez, c'est le retour des frontières dans le monde numérique, quoi. C'est le paradoxe total. Il me semble, oui, parce qu'on avait commencé avec la métaphore maritime de l'exploration. Aujourd'hui, on revient, si vous voulez, si vous regardez juste les noms des navigateurs. Les premiers, c'était Mosaic, Netscape, Explorer et Safari. Aujourd'hui, on a ou bien le métal, Chrome, ou bien le musical, Vivaldi, opéra, avec un peu le monde animal de l'environnement de Firefox. C'est assez intéressant à suivre ces figures et on s'éloigne de plus en plus de cette liberté maritime sans frontières vers des choses qui sont sur d'autres registres et qui, à mon avis, sont symptomatiques de ce changement.